Les données qui sont utilisées dans les analyses de génome font souvent des matrices très larges, avec beaucoup de colonnes et beaucoup de lignes. Par exemple, dans le cas des 1000 Genomes Project, plus de 2500 individus ont répertorié 85 millions de positions dans leur génome sur les 3 milliards qui consistent. Ou par exemple, dans 1 million immune cells, à droite, on a les gènes de 800 000 cellules et on traque 60 000 gènes pour chaque cellule, ce qui fait d'énormes matrices avec beaucoup de données. Et Snowflake est capable d'ingérer toutes ces données. Ensuite, après les avoir ingérées de façon flexible, soit en JSON, de façon semi-structurée, ou des données structurées comme les données VCF, Snowflake est capable de les stocker de façon compressée et d'optimiser toutes les requêtes qui viennent sur ces données. Une fois que les données sont harmonisées dans Snowflake, dans ce cas-ci des données JSON avec des données structurées, on peut simplement utiliser du SQL, comme vous voyez en haut à droite, select from pour aller rechercher toutes les données, ou aussi bien du Python, du Java, du Scala. Dans cette petite démo, je vais vous montrer deux types de patterns pour les analyses sur les mêmes sets de données. Par exemple, on peut chercher plusieurs gènes dans le même sample, ou on peut chercher l'évolution d'un seul gène chez plusieurs individus ou dans plusieurs samples. Ce sont deux façons différentes de requêter la même donnée. Il pourrait y avoir aussi d'autres façons selon les samples. Et je vais vous montrer dans cette démo comment la plateforme de Snowflake permet d'optimiser le stockage de la donnée. Ici, vous voyez que la plateforme contient trois piliers principaux. Une infrastructure intelligente, un moteur de performance élastique et un stockage optimisé. Dans cette démo, je vais surtout expliquer comment le stockage est optimisé. Toutes les données qui sont ingérées dans Snowflake sont divisées en ce qu'on appelle des micro-partitions. C'est-à-dire que la table va être divisée et stockée en fichiers sur du storage blob entre 50 et 500 mégaoctets. Sur la gauche de l'écran, vous pouvez voir une petite collection de données avec des dates entre le 14 février et le 16 février pour des ventes de produits à des clients pour un certain montant. On voit que la donnée est divisée en trois couleurs, le 14 février, le 15 février et le 16 février. Vous pouvez vous imaginer que ce sera stocké sur Snowflake en trois fichiers différents, un pour le 14, un pour le 15 et un pour le 16. Et cette donnée est stockée en format colonne. C'est-à-dire que chaque colonne peut être compressée efficacement. Si par exemple, il y a une requête, comme ici entourée en bleu sur l'écran, sur le 15 février, eh bien, il ne sera pas nécessaire d'aller voir ni le 14 ni le 16. Ces partitions ne seront pas scannées et pas vues. Vous voyez en bas à droite, sur une requête un peu plus grande, on peut imaginer que sur 73 partitions qui feraient une grande table, eh bien, si on a une requête seulement sur une petite partie de ces partitions, seulement sur le 15 février, seulement 13 de ces fichiers devront être accédés. C'est de là que vient toute l'efficacité de Snowflake. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher toutes les données afin de trouver la réponse à sa question. Snowflake va intelligemment pruner, c'est-à-dire éliminer les données qui ne sont pas nécessaires pour trouver la réponse. Ensuite, afin d'optimiser cet usage des micropartitions, Snowflake offre un service qui s'appelle l'auto-clustering. C'est un service qui peut être très facilement activé ou désactivé pour chaque table. Vous voyez ici les micropartitions originales d'une table qui a été mise principalement par ordre de date. C'est-à-dire qu'on va importer des données au fur et à mesure et qu'elles vont plus ou moins suivre l'ordre des dates. Donc vous voyez que les dates sont déjà relativement bien construites, mais elles ne sont pas complètement optimisées non plus. Ensuite, si on veut faire des requêtes qui vont aussi aller sur le type, dans ce fichier, on voit que le type n'est pas du tout bien ordonné. Ce que l'auto-clustering va permettre de faire,
c'est d'ordonner les données dans le sens où on le désire. C'est toujours plus intéressant d'ordonner dans le sens où on va avoir des requêtes par la suite. Par exemple, dans ce cas-ci, on peut décider d'ordonner d'abord par date parfaitement, donc 11 du 2, 11 du 3, 11 du 4, 11 du 5, et puis par type. Si on fait une micro-partition par date, type. Et dans ce cas-là, le type sera aussi dans le bon ordre pour la plupart des partitions. Donc quand il y aura une requête sur les dates et sur les types, on va pouvoir avoir une élimination très efficace des valeurs qui ne sont pas nécessaires. Et finalement, le caching. Snowflake a 3 types de cache qui permettent d'accélérer grandement les requêtes. Tout d'abord, la metadata est stockée au niveau du service cloud de Snowflake, c'est-à-dire toutes les valeurs minimum et maximum de la table par exemple, pour chaque micro-partition, ainsi que plein d'autres valeurs qui sont nécessaires au pruning de queries. Ensuite, les données elles-mêmes sont stockées dans les virtual warehouses tant qu'elles sont actives. Une virtual warehouse utilisée par plusieurs utilisateurs va réutiliser son cache local. Pas besoin d'aller rechercher les données chaque fois sur le blob storage. Et finalement, les résultats de requête sont toujours enregistrés. Donc s'il y a 2 fois de suite la même requête et que les données n'ont pas changé en dessous, on va juste rechercher le résultat. On ne va pas réexécuter toute la requête. De même, si on a des milliers de fois ou des dizaines de milliers de fois la même requête sur une journée, eh bien on va réutiliser le même résultat tant que les données en dessous n'ont pas changé. Eh bien, voyons ça à l'œuvre. Voici la plateforme Snowflake avec un jeu de données sur le Genomics. Vous pouvez voir ici à gauche, ma base de données s'appelle Genomics. Dedans, j'ai un schéma qui s'appelle Data. Et dans ce schéma, j'ai quelques tables. Studies, V2T et les tables variantes. Nous pouvons voir que la table Studies a 2700 lignes, qu'elle fait 98 KB. Par exemple, la table V2T a 25 milliards et 600 millions de lignes, elle fait 446 GB. Et la table de variantes a 229 millions de lignes. Voyons un petit peu ces données. Si d'abord on regarde les tables en elles-mêmes, nous voyons que Studies ici n'est pas clustered by, donc elle n'a pas auto-clustering activé, alors que les tables V2T et les tables variantes sont toutes clustered. On peut même voir ici, est-ce que auto-clustering est on ou off. Maintenant, voyons un petit peu les données contenues dans ces tables. Tout d'abord, la table Studies, elle va contenir toutes sortes d'études, les traits étudiés, la catégorie de ces traits, qui est l'auteur, qui est la source, le type d'info, le type d'ancêtre, l'année où ça a été produit, et surtout le nombre de cas, le nombre total et le nombre de négatifs, le nombre de contrôles. Ensuite, V2T est la table qui permet de lier les études aux variantes génétiques, ainsi que les effets mesurés par l'étude. Et finalement, les tables de variantes contiennent toutes les informations sur les variantes génétiques. La RSID, les chromosomes, la position du gène sur chaque chromosome, ici le nucléotide qui est censé être référence, et l'alternative. Et s'il y a eu une update ou pas avec un non ou un oui. Et quelques statistiques sur ces gènes. Ce que Snowflake va permettre de faire, grâce au clustering, ici comme vous le voyez, la table V2T par exemple, cette plus grande table avec 25 milliards de données, est clusterisée par StudyID et VariantID. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, on peut très efficacement aller faire des recherches sur cette table avec les StudyID et les VariantID. Essayons de faire une requête qui va ici rejoindre les tables de StudyID, la V2T et les variantes. On va prendre toutes les données, mais seulement pour les StudyID entre 101 446 et 101 458. Ensuite, le chromosome 9 et seulement une certaine position entre le 2 389 millième chromosome et le 2 800 millième. Exécutons la requête.
on voit que en 4,6 secondes, Snowflake répond à cette requête et donne toutes les colonnes qui permettent de lier la study ID et tous les traits étudiés aux informations dans V2TCL et aux informations de variantes. Donc, quelle était la RSID, quel était le chromosome, la position étudiée, la référence, l'alternative et s'il y a eu une update ou pas à cet endroit-là. Toutes ces informations sont liées et en quelques secondes, on a une réponse. Voyons un petit peu les détails de cette requête. Si on clique ici et qu'on va sur le profil, on peut voir que cette requête ici, elle fait des table scans pour V2TCL, pour variant CV et pour studies. C'est ça qui prend la majorité du temps. 75% du temps est passé sur cette table V2TCL. Et on voit que sur cette énorme table avec 26 milliards de lignes, elle est composée de 36 489 micropartitions. Et sur ces partitions, seulement 25 sont lues. C'est pour ça qu'en à peine 5 secondes, on arrive à scanner toutes ces données. En fait, on ne scanne qu'une très petite partie des données, juste ce qui est nécessaire. Grâce à ça, en quelques secondes, le scan se termine, il y a un joint, un deuxième joint, et puis ensuite, le résultat est rendu ici au client. Et cette table ici, on peut arriver à faire ce résultat car elle est clustered sur les bons attributs, Study ID et Variant ID. Donc ici, quand on va mettre un filtre sur Study ID, on va avoir très efficacement une élimination des données non nécessaires. Ensuite, si on veut faire une query sur un attribut complètement différent, par exemple RSID, le plus efficace qu'on pourra faire, c'est de créer une autre table, par exemple V2TVAR, et d'avoir un cluster sur la variante ID. Dans ce cas-là, on peut avoir une requête sur un attribut complètement différent. Et même chose, en quelques secondes, ici, en quelques secondes, on arrive à avoir une réponse. Mais dans ce cas-ci, en fait, j'avais déjà fait une requête sur ma table aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Cette query, ici, elle a mis 106 millisecondes. Pourquoi? Parce que si je vais voir mon query profile, en fait, j'ai réutilisé le cache. Comme il y a moins de 24 heures, j'avais déjà fait exactement la même requête sur cette warehouse, eh bien, je n'ai pas dû repasser le temps à refaire toute la requête. J'ai juste été rechercher le résultat en une centaine de millisecondes. Et je peux rendre le résultat ici directement de façon très efficace. Si par contre, comme vous le voyez ici, j'essayais de faire une requête qui a une clause ici sur les RSID, alors que je vais voir la table variante CV qui est clustered sur les chromosomes, puis les variantes ID, et qui n'est pas clustered sur les RSID, je serai très inefficace. Cette même requête ici, elle prend 6 minutes 42 et elle a besoin de scanner 19 916 micropartitions sur les 36 000. Elle est beaucoup moins efficace que l'autre. Ici, je vous montrerai les données en SQL, mais vous pouvez avoir exactement la même chose sur Tableau. Je vous montre ici un exemple avec Tableau comme client BI, où je fais à peu près la même requête. Je vais aussi voir les polyphènes, le gène le plus proche et le RSID pour chaque étude. Sur les mêmes études entre 101 441 et 101 459, je vais voir les traits étudiés et ensuite l'effet, le nombre de cases et la position sur le chromosome, en mettant les mêmes filtres sur le chromosome 9 et les mêmes positions qu'en SQL. Voici le genre de résultat qu'on peut obtenir sur Snowflake après une query d'à peine quelques secondes.